Bienvenue, place des acheteurs sur Graphitech TV avec un focus sur les nouveaux métiers du flux documentaire, atelier intégré, avantages pour les organisations publiques et les entreprises ou centres de coûts. Question un peu ardue, mais en tout cas qui concerne énormément d'organisations, privées comme publiques. J'ai à mes côtés Jean-Philippe Champagne, qui est responsable des services du print et de la communication interne à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, grande école. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Michel Bessot à ma droite, responsable du pôle IRNF du ministère, au secrétaire général du ministère de l'économie, donc acteur public bien évidemment. Bonjour. Jean-François Clément, qui est chef du service reprographie et des moyens d'impression au Centre national des arts et métiers. Au conservatoire, pourquoi disais-je Centre conservatoire national des arts et métiers, qui remplace Daniel Mons de la fac de Toulouse de Mirail, qui devait venir, mais qui représente le réseau universitaire Gutenberg, le RUG. Bonjour. Bonjour. Et puis Yves Giquel, qui est le patron de Sydergy, mais qui est aussi le président du réseau Colorlink. Alors, bonjour. La question qui nous est posée est très simple. Il y a deux solutions quand on va imprimer du document, quel que soit le document. Soit on fait tout faire en externe, on sous-traite, soit effectivement, comme c'est le cas pour de nombreuses organisations, je le disais, privées et publiques, notamment l'administration, on a des ateliers, on dispose d'ateliers intégrés. Et la question, c'est de savoir dans cette émission, qu'est-ce qui est le plus intéressant, comment on fait, quel compromis entre les deux, et puis surtout, quelles sont les bonnes recettes pour bien gérer les centres de coûts et les centres de profit. On va voir avec vous que ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais commencer avec vous, Jean-Philippe Champagne. Vous représentez donc l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une école qui est privée, on va dire. C'est une association, loi 1901. Voilà, loi 1901, et qui a donc un modèle économique qui doit s'équilibrer. Tout à fait. Et qui a en même temps l'objectif de non seulement développer des cursus diplômants, oui, attirer de nouveaux élèves, oui, etc., etc. La formation adulte. La formation adulte, et donc un flux documentaire considérable sur les formations, qu'elles soient initiales ou continues. Les supports de cours pédagogiques, les produits pour les élèves pour leur communication associative, et tous les documents administratifs d'une société. Ça peut être la carte de visite, les feuilles de paye, toutes les fiches navettes, toutes ces choses-là. Alors vous, pardon, quel est le pari que vous avez pris atelier intégré, sous-traitance? Alors, à mon arrivée à l'ESSEC il y a 3 ans, l'atelier de reprographie était déjà, en termes de structure matérielle et humaine, déjà au nom de l'ESSEC en propre. Il n'y avait pas de sous-traitance, pas de facilities management, pas de choses comme ça. Avec une particularité, c'est que l'ESSEC n'est pas un centre de profit. Enfin, l'atelier de reprographie n'est pas là pour faire de l'argent sur les autres métiers de l'ESSEC. On est vraiment là en support pour leur apporter des idées et conforter ce qui existe déjà et améliorer. Mais en aucun cas, on est là pour faire de l'argent sur le fonctionnement des autres entités. Voilà. Ça, c'est déjà, je pense, une grosse base. Parce que quand on parle de centre intégré de reprographie numérique, on peut très bien être intégré dans une université avec une notion de concurrence sur l'extérieur, où il faut des fois effectivement faire du profit par rapport à des sous-traitants, mais ça peut être le cas aussi dans le privé, où en facilities management, on est intégré. Dans une autre vie professionnelle, j'étais dans une marque automobile avec un lion, où on était en concurrence avec 2 autres centres de repro intégrés, mais c'était un centre de profit. Il fallait être moins cher que l'autre, en interne. Oui, enfin, ça ne veut pas dire non plus que vous ne devez pas aller vers la profitabilité, ne serait-ce qu'en retour sur investissement. Exactement. Hein, c'est pas centre de profit, on va dire financier, mais en tout cas centre de profit en termes de valeur ajoutée. Le profit, exactement, il est sur la valeur ajoutée et le service. Pour vous, Michel Bessot, qui êtes responsable donc, du pôle IRNF au secrétaire général du ministère de l'économie, quel est le système que vous avez adopté? Nous, l'approche est plus basique. On répond aux besoins d'impression de l'ensemble des administrations de Bercy. On est une plateforme ministérielle, on est aussi une plateforme interministérielle, puisqu'on sert de support à d'autres ministères. Et pour répondre à votre question du début, nous, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on essaye d'établir on établit une expertise technique et économique sur l'ensemble des demandes d'impression qu'on nous transmet. Et on est adossé à des marchés externalisés et adossé à une capacité interne. Donc, avec cette transversalité vers d'autres services aussi. Vers d'autres services. Et donc, soit on réalise en interne,
de l'impression de court et moyen tirage, y compris de qualité, soit on externalise des travaux de encore plus grande qualité ou sur des supports que l'on ne peut pas traiter en interne, et surtout des travaux en grande quantité et que là, on externalise sur des marchés d'impression. On a 3 marchés actuellement à Bercy sur lesquels on pioche quotidiennement. On verra un petit peu les volumes avec vous, avec chacun de vous après. Jean-François Clément, vous êtes donc chef du service repro au CNAM. Quelle est, je dirais, la posture que vous avez choisie, vous, et peut-être pour bien fixer les idées, quel parc gérez-vous? Ça concerne combien de personnes, combien de sites? Alors, il y a plusieurs missions qui m'incombent aujourd'hui au CNAM. D'abord une mission interne, c'est-à-dire gérer les 2 ateliers de reprographie qui sont au CNAM, directement au siège, mais aussi le parc matériel des copieurs de libre service qui, eux, sont répartis dans les centres, mais aussi dans les centres français, Lille, Strasbourg, et ainsi de suite, quoi. Donc, il s'agit avant tout une mission de rationalisation des moyens d'impression, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant au CNAM, et bien sûr avec des objectifs d'économie qui sont, et des contraintes fortes d'économie en termes de budget. Il faut savoir que le coût des appareils de proximité est très élevé au CNAM, donc il a fallu réinternaliser un certain nombre de volumes à l'intérieur, directement dans les ateliers. Alors on ne pouvait pas ne pas avoir quelqu'un qui était extérieur finalement et qui lui vendait des solutions aux organisations. C'est Yves Gicquel, le président donc, du réseau Colorlink et de la société Sydergy. Présentez-nous Sydergy rapidement. Sydergy est une PME, tout ce qui est plus traditionnel et privé, de 12 personnes qui est installée en banlieue ouest. Et nous, notre métier, c'est prestataire de services autour du document. Alors, il faut, là encore, que tout le monde comprenne, parler de ce qu'on appelle les facilities management. C'est-à-dire que c'est grosso modo... Alors, on n'a pas de représentant autour de cette table qui délivre effectivement, finalement, qui fait un travail, qui accomplit une mission externalisée. Mais vous êtes un peu dans l'alternative entre les facilities et l'atelier intégré, d'une certaine manière. Oui. 12 personnes, une PME, on imagine bien que j'ai ni la crédibilité, on va dire, commerciale, financière, pour aller prétendre reprendre la gestion d'un atelier intégré d'une dizaine de personnes dans une structure un peu importante. Donc, on a développé, nous, des prestations de services de proximité, de très grande réactivité. On y a mis autant de qualité et de service qu'on pouvait en mettre. Et ça fonctionne pas si mal que ça depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et vous en parlerez tout à l'heure. Moi, je dirais, vous, ce que vous faites, c'est agilité, le mot-clé. C'est agilité. Je suis assez d'accord. Oui. Assez d'accord avec moi. Alors, je voudrais revenir vers vous, Jean-Philippe, pour comprendre l'ESSEC. Alors, l'ESSEC, ce sont des étudiants, ce sont des profs qui dirigent des chaires. Et on sait que l'ESSEC, voilà, et pas forcément qu'à Paris, c'est-à-dire c'est aussi à Boston, à Singapour, c'est aussi à UCLA. Oui, on a des partenariats avec le monde entier. Donc des gens qui sont un peu des divas. Les profs sont un peu des divas. On peut dire ça. Hein, les élèves, ils payent aussi un cursus assez cher pour venir, donc ils ont envie que ce soit de oui. très bonne qualité. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez comme documentation, comme outil de communication? Alors l'ESSEC, c'est 6 personnes en centre intégré, mais tout l'ensemble du flux documentaire de l'ESSEC qui a été regroupé donc pour une volonté dans un seul et même service, de façon à faciliter les métiers transverses et les communications transverses sur ces demandes-là. Donc je gère aussi bien le courrier que la PAO, les flux entrants, sortants d'impression, d'étages et d'ateliers, plus la distribution de tous ces documents-là, de nouveau, via le courrier ou en interne. Et la communication interne du groupe via des produits comme du digital. On a fait récemment un déploiement d'écran dans l'ESSEC pour communiquer aussi en digital. Mais tout ça, c'est interactif. Je dirais que la clé, la réussite pour moi, elle est là. C'est que si on reste seul à la reprographie, à ne faire que de la reprographie, on n'a pas de raison d'exister et on n'a pas de force face aux demandes de nos métiers internes. Michel Besson, un commentaire juste sur ce que vient de dire Jean-Philippe. Je rejoins totalement ce que vient de dire Jean-Philippe. Sur Bercy, on a mené une mutualisation, une rationalisation depuis 2008 qui a abouti à passer de 8 ateliers à 1, là cette année, en 2013, un atelier plateforme ministérielle, ce qui a permis de centraliser évidemment les volumes, les flux, mais aussi de concentrer les moyens techniques, les moyens humains, de les professionnaliser, ce qui a été le cas, la polyvalence des agents. Dans nos ateliers, Jean-Philippe, on a des opérateurs qui savent recevoir le fichier, le traiter,
de l'imposition. On a un Le atelier bouton, PO aussi. Mais ensuite, imprimer, façonner et expédier. Voilà, ça, c'est la force et la prestation de service que l'on peut offrir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux évolutions, et Jean-François peut aussi en parler, le document maintenant, qui est évidemment numérique à la base, il est mixte, il est noir et blanc, il est couleur, il est beaucoup polychrome. Ça nécessite des compétences particulières. Et le côté RH de toute cette fonction support est essentiel pour le cadre emploi, on va en parler effectivement, parce qu'il y a effectivement une gestion des ressources humaines qui est très importante. Vous disiez le document imprimé chez vous, par exemple, on ne parle pas de digital encore? Si, bien sûr, oui. Il y a du document numérique, il y a surtout de la dématérialisation. C'est-à-dire que si on subit, et globalement, là, les collègues vont pouvoir infirmer ou confirmer, le produit imprimé papier, il diminue de toute façon. La communication se fait sur du multicanal. Bon, j'invente rien, tout le monde le sait autour de ce plateau, voilà. Il est sur la demande. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir à la fois être très réactif, produire du document papier quand il le faut et très vite, de qualité, mais pouvoir aussi avoir un canal de diffusion autre. Et ça, c'est du travail que l'on fait avec le CIRCOM, avec les supports numériques, avec les services informatiques. C'est une approche beaucoup plus globale qu'avant. Alors sur fond, quand même, il faut le dire, de contraction budgétaire au niveau de l'État, parce que ça, c'est pas nouveau. Alors, comment vous résolvez l'équation? Oui, pour répondre un peu à une question et un point qu'évoquait Jean-Philippe, la contraction budgétaire qui touche mon budget, parce que moi, je ne suis pas un centre de profit, j'ai un budget pour fonctionner, et je dois fonctionner, acheter, payer tout ce que j'ai à payer avec ce budget. Je dois rendre une prestation de service, mais je ne suis pas... et donc, tout ce que je fais est facturé, évidemment. Hein, toutes nos prestations, toute notre production est facturée, mais je ne suis pas soumis à un équilibre. Je ne suis pas contraint par ça. Mais mon budget diminue de 10 à 15% par an. Mes clients ont des budgets sur leur communication ou sur leurs besoins d'impression qui diminuent de 20, 30 à 40% à l'année. C'est quand même assez considérable. Et en même temps, vous me disiez qu'au ministère de l'économie, où on a, je crois, 9 ministres aujourd'hui. Alors nous, c'est une particularité. On a un atelier intégré d'administration centrale. Nos clients, ce sont les grandes directions de Bercy, hein, direction générale du Trésor, direction du budget, direction législation fiscale, etc., le secrétaire général. Mais on a... Jean-Philippe a des professeurs émérites et très exigeants. Nous, on a des ministres et des cabinets. On a nos divas. Et là, ce sont des demandes impromptues le soir à 9h du soir, le samedi matin, le dimanche. De la réactivité permanente à avoir avec des outils. Le terme agilité. Oui, alors attendez, on va poser un premier constat. On va poser un premier constat, c'est que dans la question atelier intégré, oui ou non, c'est qu'est-ce qu'on nous demande à la base. Voilà, qu'est-ce qu'on nous demande. Alors dans le cas de l'ESSEC, ce sont des professeurs qui peuvent changer leurs documents de cours au dernier moment. Non, mais c'est aussi des documents qui sont planifiés, mais c'est sur des volumes. Quand vous avez un amphi avec 800 personnes, de suite on part sur des volumes importants. Alors pour peu que ça soit une thèse économique, un pavé de 300 pages, eh bien, mine de rien, il faut peut-être 12-14 heures de machine pour les produire. Et du côté du ministère de l'économie, c'est un cabinet avec une communication qui se fait au débeauté. Il faut changer les documents. Donc là, on commence à répondre un peu à la question. C'est-à-dire que c'est très difficile, ce serait voire même impossible que ce soit externalisé. Georges, un exemple tout simple, le budget. Le budget d'État, mois de septembre, on doit rendre le premier mardi d'octobre aux assemblées du pays, l'Assemblée nationale et le Sénat, on doit leur rendre des documents budgétaires le premier mardi d'octobre le matin. On a les fichiers, donc c'est le premier mardi d'octobre, on a les fichiers des directions concernées de Bercy validés par les cabinets, le cabinet du budget, on a ça le lundi dans la nuit. Ah d'accord. Et donc ce sont des documents en dos carré, collés, ou en point d'agrafe, mais des fois on a du dos carré, et donc on doit produire toute la nuit. Vous ne demandez pas du vernis sélectif quand même. Non, on n'en est pas là, mais c'est de la couleur. C'est de la couleur. Il y a une couverture, parfois, bon, il y a du 250 grammes, il y a de la finition, et on a des fichiers à 2h du matin. Et tout ça, enfin, je reprends aussi les problèmes de coûts budgétaires dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en plus, les ateliers internes sont victimes, entre guillemets, de ces problèmes budgétaires et à la fois de leur élasticité et de leur souplesse. C'est que, comme ces gens-là, autrefois, avaient des budgets pour travailler en extérieur,
comme ils les ont plus, ils se rabattent sur les ateliers internes. Donc on a d'autant plus de demandes, Oui, paradoxalement, qu'on a moins de coûts et de temps pour les faire. Alors maintenant, Voilà. ce que je disais aussi, c'est que l'atelier intégré n'est pas là pour tout faire. Ça, c'est mon credo depuis très longtemps, Je c'est suis connu, c'est très important de le signaler. Nous, on est adossé donc à des marchés d'impression parce que d'une part, on n'est pas là pour tout faire, on n'a pas la compétence, on n'a pas les machines pour le faire. Et on est là, on sait qu'il y a un secteur concurrentiel qui est très compétent, très réactif, compétitif. Et vous avez aussi qui est en difficulté. Voilà. Et donc, nous, on est adossé à une capacité interne pour des besoins, encore une fois, court et moyen tirage de qualité en interne, mais à ces marchés d'impression, je vous dis, nous, on a 3 prestataires externes différents actuellement pour des marchés de pré-presse et d'impression, feuilles et brochures. Voilà. Je suis obligé de constater que j'ai beaucoup de chance, j'ai pas de diva, je n'ai que des clients, moi, tout va bien. Ben oui. C'est juste génial. Alors justement, parlez-moi un petit En peu revanche, de... on a les mêmes contraintes. Oui. On a les mêmes contraintes d'hyper-réactivité. On va avoir, historiquement, je peux me souvenir de choses qui sont arrivées chez nous parce qu'il était hors de question qu'un quelconque collaborateur de la maison voit ce qu'il y avait imprimé. Ben, par exemple, oui. Donc, l'extrême confidentialité obligeait à la sous-traitance. Et puis, je vis des cas différents où l'extrême confidentialité impose un maintien en interne. On a tous, j'imagine, vécu la même chose. Mais la réactivité, on a absolument la même. On ne a la sous-traitera même. pas des sujets d'examen. Voilà, Tout à fait. typiquement. Ben, bien sûr, bien Voilà. sûr. Si, si. Ah oui. Les universités qui font ça. Ah, très si. bien. Bien sûr, bien D'accord. sûr. Jean-François Clément. Je rejoins parfaitement la position de mes collègues et notamment l'avis de Michel Bessou là, qui tout à l'heure nous a exposé le fait. Pour revenir à votre question initiale, oui ou non atelier intégré, oui, je crois que c'est essentiellement dû dans la qualité et la rapidité d'exécution. C'est là où l'impression en interne est nécessaire, doublée d'une sécurisation au niveau des moyens d'impression. J'entends par là, moi je suis particulièrement touché par les sujets d'examen, évidemment. Donc ça permet en interne davantage de sécurisation. On a vu ce qui s'était passé à l'extérieur. Et oui, et je voudrais préciser, parce que je ne l'ai pas évoqué au début de l'émission, que vous êtes un des membres actifs du RUG, enfin je l'ai dit rapidement, du réseau universitaire Gutenberg, en fait, qui est né à la suite d'un appel à projet à la fin des années 90. 1998, c'est Voilà, exact. Ouais. qui en fait était, avait pour objectif d'optimiser la gestion et la productivité d'un atelier d'imprimerie, et ça s'est posé donc aux universités, et donc le réseau universitaire Gutenberg s'est formé. Aujourd'hui, quelle est sa mission précise? La mission, c'est d'accompagner, c'est une mission qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne numérique. Le but est d'accompagner les personnels des rectorats, des universités, à travers une association, dans le but c'est un échange, un but d'échange et de réflexion à travers tous les acteurs de la chaîne graphique, mais aussi un but d'accompagner des collègues à travers des formations professionnalisantes. Oui, parce que toutes les universités ne sont pas logées à la même enseigne. Et je vais vous dire pourquoi, parce que Daniel Mons, qui devait être là, mais on est très heureux, très heureux de vous rencontrer. Il a été bloqué, il est sur Toulouse et il y a la grève des avions, donc il a été bloqué. Me disait qu'au sein même du réseau universitaire toulousain, les pratiques n'étaient pas les mêmes. Lui, il est à Toulouse de Mirail. Bon, il a ses pratiques, il est acheteur, donc il choisit vraiment en toute liberté, en fonction bien sûr des budgets dont il dispose. Mais il me disait que d'autres universités n'avaient pas forcément les mêmes réflexes, n'avaient pas le même mode de gestion. Donc ça veut dire qu'au sein même de votre réseau, j'imagine que vous avez... Alors je ne dis pas les bons élèves et les mauvais élèves, mais... Chaque site a sa culture propre. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on arrive malgré tout à mettre en place des process de rationalisation et de travail entre nous sur les différents centres avec ces cultures différentes. C'est ça, vous touchez le cœur de mission de cette association. C'est justement un but d'échange entre les personnes qui n'ont pas les mêmes droits, les mêmes missions au sein des universités. Alors c'est important, parce que là on touche à ce qu'on appelle la modernisation, par exemple des matériels, des process. On touche à la montée en compétences, voire l'embauche, quand on peut encore embaucher, l'embauche de... On peut plus. Chez vous, on peut plus. Et bon, donc effectivement, c'est comment faire monter en compétence de nouveaux collaborateurs. Il fonctionne simplement parce que on est plusieurs autour de la table et c'est quelquefois difficile à manager. Je voudrais justement revenir sur le réseau Gutenberg. L'idée, c'est bien de dire, si vous décidez d'être en atelier intégré, il faut vraiment avoir un outil qui soit performant, très performant, et des gens qui, comme vous le disiez, Monsieur Bessou, qui
qui manipule la chaîne du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, Voilà. en amont et en aval. C'est ça. En amont et en Alors, aval. le recrutement, s'il y a des recrutements, Mhm. il y en a peu, c'est vrai. Au sein de l'éducation nationale, c'est principalement sur concours. Mhm. Et ce ne sont pas des concours réservés, mais principalement les personnes qui postulent sont intéressantes à partir du bac professionnel. Donc il faut Voilà. effectivement... Oui, parce que comme le disait Michel tout à l'heure, il faut savoir gérer une plateforme de soumission. Aujourd'hui, c'est très répandu dans les établissements. Il y a une activité de PAO à faire, il y a pas mal de choses. Il ne s'agit pas d'un simple clic, il s'agit vraiment d'une professionnalisation à part entière. Polyvalence, multimétier, c'est vraiment des métiers où j'invite les jeunes actuellement à s'intéresser à notre activité parce que c'est vraiment des métiers formidables où on s'épanouit d'une façon incroyable et on a vraiment encore une vraie existence professionnelle dans ce genre de métier-là. Et c'est vrai que sur toutes nos structures, même en cas de sous-traitance chez vous, on ne peut pas se permettre de ne pas être à la pointe de la technologie. C'est pas vrai. Sinon, on ne peut pas être réactif. À condition d'être, encore une fois, raisonnablement dimensionné. Ça, c'est mon Il y a- côté il y a le bercien, mais voilà, attention à la surenchère et à la surcapacité aussi, parce que les outils, on les achète ou on les loue, il faut oui. les optimiser, il faut avoir des coûts de facturation qui soient supportables. Et donc, je rejoins tout à fait Jean-Philippe, hein, être à la pointe de l'équipement, des évolutions, mais bien analyser ses besoins et faire des marchés les plus performants possibles. J'aimerais qu'on écoute Yves Jiquel, parce qu'il vous écoute avec attention. Alors, on parlait d'agilité. Je voudrais que vous me donniez un exemple de service que vous proposez à vos clients. Vous m'avez cité, alors sans donner de nom en particulier, vous m'avez cité, moi ça m'a beaucoup interpellé, un service presque clé en main sur, par exemple, des sessions de formation. Où là, Non, Georges, il faut enlever le presque. c'est totalement clé en main. C'est un service Ah non, mais vous allez voir. complet, Enfin, alors, clé en main. qu'est-ce que vous leur faites? Qu'est-ce que vous leur promettez? Qu'est-ce que vous leur vendez? Et qu'est-ce que vous leur fabriquez? Exemple. Aujourd'hui, puisque ça, c'est des services, quand on le constate aujourd'hui, c'est des choses qui ont augmenté. Les services, on nous les a demandé de plus en plus au fil du temps, parce que mes équipes prouvaient qu'elles étaient compétentes et le service demandé par le client, attendu par ses propres clients, augmentait aussi. Aujourd'hui, on va prendre le cas d'une académie, dans un groupe industriel. Nous, on commence par prendre les fichiers, s'assurer qu'ils soient conformes avec la charte graphique, les remettre au mieux pour qu'ils soient imprimables, chez nous ou ailleurs, et on les gère. C'est-à-dire que nous, on a les arborescences sur nos serveurs, on a les arborescences de produits clients, on gère les versions dans les différentes langues, on gère les historiques, on est capable, à la place de notre client, d'envoyer dans ses filiales à l'étranger les fichiers qui vont bien, pour des impressions locales si c'est souhaité, c'est déjà arrivé, et on va produire les packs pédagogiques dont on a participé à la définition avec le client, parce qu'on considère qu'on a un rôle de conseil possible, donc on va travailler avec eux, à définir la nature des documents nécessaires à ce qu'une journée de formation se passe bien. Oui, j'ai des créas, j'ai des graphistes dans mes équipes, Mais donc c'est la question que je me on a posais, des envies comme ça des d'essayer de consultants. faire complet. Voilà, c'est un petit peu de mission de consulting, on peut aussi l'appeler comme ça. Donc on va produire les documents et on va constituer les packs. C'est-à-dire que moi, mon engagement et mon contrat, c'est d'amener le colis nécessaire à une bonne journée de formation, en temps et en heure, au bon endroit. Et ça va de la feuille de présence au Absolument. dossier pédagogique, en Le passant conducteur par de la le- journée, par le matériel pédagogique du formateur, les matériels pour les stagiaires, les chevalets, les stylos, la feuille de présence, le compte-rendu de journée, l'enquête de satisfaction, il y a absolument tout, Et- tout. Alors, quelles sont les raisons qui poussent ces clients, qui ont peut-être eux-mêmes des ateliers intégrés, à vous confier cette prestation? Alors, en l'occurrence, à cet endroit-là, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu au sens classique du terme. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vient tous de dire, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être extrêmement professionnel pour pouvoir faire ça. Et dans leur population, ils ont constaté que ce n'était pas leur métier et qu'ils n'avaient pas ces spécialistes-là. C'est tout simplement pas leur métier. Ils n'ont pas l'expertise pour choisir les matériels, ils n'ont pas l'expertise pour organiser les flux de gestion documentaire, ils n'ont pas envie de former des techniciens et de les maintenir au niveau technique requis, avec la polyvalence qu'évoquait soit Michel, soit Jean-Philippe. Voilà, c'est tout simple. Et là, une société de prestation de services a tout son rôle à jouer, et si elle est en plus un tout petit peu innovante, et un petit peu dynamique, un petit peu agile, comme on disait, il y a vraiment moyen de s'éclater, et on produit
des boulots intéressants, super sympas, des beaux boulots. Voilà. Pour relayer ce que dit Yves, il faut voir sur les 10-15 dernières années, le paysage des ateliers intégrés et du secteur concurrentiel, bon, on sait qu'il a fortement évolué, mais du côté des ateliers intégrés État, administration, la réduction des ateliers intégrés est considérable. Je crois qu'on a perdu quelque chose comme 40 à 50% des ateliers intégrés, notamment en région. C'est-à-dire qu'il y a des académies qui n'ont plus de moyens de repro. L'évolution technologique dans les universités, il y en a toujours encore, mais les efforts de rationalisation sont tels qu'il y a de moins en moins de capacités, plus concentrées, plus qualitatives, mais il y a des clients, des services administratifs qui font appel à des prestataires comme Yves parce que tout simplement ils n'ont plus rien. Et moi, sans vouloir paraître trop consensuel, on n'est pas opposé en fait, on est complémentaires. C'est tout simplement. La valeur ajoutée. J'allais le dire, s'il y a 15 ans, moi j'ai vécu aussi dans un groupe de reprographie parisien, il y a 15 ans on pouvait s'opposer facilement. Aujourd'hui non, on fait vraiment les mêmes métiers avec les mêmes exigences de qualité, d'hyperréactivité, de polyvalence de nos équipes. Non, il n'y a plus d'opposition. À mon sens, il n'y a plus d'opposition quand on parle d'ateliers comme cela. Non, mais si je peux juste poser un bémol. Hyper-réactivité, vous avez quand même, et ce n'est pas du tout une critique, vous avez quand même toute une méthode qui s'applique à vos clients, alors que tout à l'heure, on parlait effectivement de réactivité quasiment dans l'heure. Alors, ma question, elle est très simple. Je viens d'évoquer un produit idéal et une configuration idéale. Dans ce même groupe industriel, j'ai le président qui sort un dossier et on a les fichiers à 18h, ça tombe bien. Le client, je passe devant le soir en rentrant à mon domicile, mais je livre il est 21h. On a aussi ça de temps en temps, faut pas... Voilà. Partie intégrante du métier, c'est ce qu'on appelle chez nous les charrettes, voilà, on les a tous. C'est la prestation de service. Pour corroborer, je dirais que dans l'administration aujourd'hui, un atelier qui n'est pas à la pointe, qui n'est pas hautement performant, c'est un atelier en danger. Il n'y a pas de pérennisation de l'emploi. On est aussi responsable de nos collaborateurs. L'épanouissement, il est aussi là. C'est se dire, on va amener nos collaborateurs à une telle évolution, on va leur demander de passer une barre à 1m50, à 1m60, et quand on se retourne 6 mois ou un an après et qu'ils sont déjà à 1m80, c'est là que c'est génial. C'est qu'on se dit, ce qu'on a mis en process, ça fonctionne. Non seulement nos clients internes sont heureux du service qu'on leur rend, c'est réactif, ça marche aussi, et en même temps, on pérennise leur emploi parce que ces gens-là, si demain ils viennent à déménager dans une autre région française, ils auront un emploi ailleurs. Nous voici rendus au cadre emploi. Une des particularités effectivement de ces services repro, comme on les appelle, c'est qu'ils existent depuis assez longtemps souvent, qu'on a une moyenne d'âge, une pyramide des âges, voilà, qui fait constater qu'on est sur des quinquas, qui sont à une quinzaine d'années de la retraite, et puis on ne peut pas leur dire merci, vous êtes gentils, mais on est passé à autre chose, il nous faut des bacs pro, parce que voilà, je voudrais qu'on parle de ça, comment vous gérez tous les trois, comment vous gérez effectivement, et peut-être Giquel aussi à son niveau dans son entreprise, comment vous gérez la reconversion, le déploiement, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de ces personnels. Il y a deux éléments qui pèsent très fort, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la contraction budgétaire qui pèse sur nous, et le deuxième c'est le cadre emploi. Le cadre emploi, il n'y a pas de bonne recette. Dans l'administration centrale, il n'y a plus de recrutement, on ne peut plus. Il n'y a plus que des transferts internes auxquels on peut procéder, de personnel qui sont parfois pas du secteur, donc il faut former. Et là, heureusement, il y a une offre de formation continue ou de formation même initiale qui est intéressante et sur laquelle on peut s'appuyer. Mais le cadre emploi à Bercy, il faut faire avec les effectifs dont on dispose actuellement. Et la clé, c'est la prévision. Simplement. La GPEC. La GPEC, avoir un tableau GPEC bien actualisé et la concentration, c'est-à-dire que nous, d'avoir concentré les moyens et d'avoir rationalisé nos moyens, nous a permis de réunir des équipes et de pouvoir lancer des plans de formation avec le soutien des organisations syndicales, parce qu'il c'est important, on a réorganisé et restructuré, donc ça se fait dans le cadre d'un cadre social et de négociation avec les syndicats, et ça s'est fait très raisonnablement, avec beaucoup de pragmatisme, du côté de l'administration et des organisations syndicales. On a réuni des agents qui ne l'étaient pas auparavant. Maintenant, on a un gisement humain qui nous permet de faire du prévisionnel sur les 5 à 7 années. Effectivement, voilà, c'est-à-dire que dans les 2 ou 3 années qui viennent, il va falloir se pencher sur ce cadre emploi
sur l'après, effectivement. Et là, pour l'instant, on n'a pas... nous, à Bercy, on a encore un peu de temps, mais il va falloir se pencher sur la question, effectivement. On peut imaginer que pour l'ensemble des services de l'État, avec le départ des fonctionnaires à la retraite et leur non-remplacement, alors ça après on ne va pas entrer dans ce détail-là, mais le fait qu'on n'en remplace pas un certain nombre, qu'on arrive à un constat simple, il faut faire par le dehors. Concrètement, actuellement, on capte à Bercy des travaux d'impression d'autres ministères qui n'ont plus le cadre emploi suffisant pour faire tourner les machines. Donc ils arrêtent les contrats de location qu'ils ont, quand ils en ont, et ils transfèrent la charge sur les collègues d'ateliers centraux. Après, ce sera un débat et un choix stratégique au sein des secrétariats généraux des ministères. Est-ce que la fonction support impression repro, mais qui n'est pas que, parce que nous sur Bercy, évidemment, comme le fait Jean-Philippe, on a diversifié notre activité, on fait de la numérisation, de la dématérialisation de documents, on gère des marchés de fournitures dans un seul et même pôle. Moi, voilà, de grands formats. Vous faites du kakémono, des bâches pour les conférences de presse. Vous faites ça aussi? Nous, on n'a pas investi, ça on sous-traite. Mais voilà, vous pourriez. On pourrait, s'il fallait, on pourrait. Aujourd'hui, manager un service d'impression ne s'arrête plus, et ça depuis à la repro. Voilà, surtout à la page A4. Ouais. La page A4 noir et blanc, on peut le dire, aujourd'hui est presque moribonde. Aujourd'hui, la demande se fait essentiellement en couleur et à travers des produits spéciaux. Le type kakémono, le type grand format, etc. Et je crois que le rôle d'un manager de service impression, ça ne s'arrête pas. Il faut justement promouvoir les formations auprès des personnels formation interne. Et c'est là, permettez-moi, que RUG intervient, puisque nous avons proposé cette année pas moins de 3 formations, le PDF, la colorimétrie et la dématérialisation des documents. Donc nous favorisons aussi ce genre de choses. Et vous le faites savoir, j'imagine, à la hiérarchie, qui a besoin effectivement de toucher du doigt ce qui est fait. Qui approuve ce genre de démarche. Jean-Philippe, à l'ESSEC, c'est alors un petit peu différent. Reste quand même que le cadre emploi est important, a été important lorsque vous êtes arrivé. Un volet RSE très important chez nous. Aux commandes. C'est quelque chose qui est vraiment dans la nature de l'ADN de l'ESSEC. On a vraiment une volonté d'accompagner, de former et de laisser personne derrière. Tout comme bon responsable de société privée, ça fait partie de notre métier. Je pense que la personne qui est à la responsabilité d'un flux documentaire, 50% de sa charge, c'est de l'accompagnement humain. C'est expliquer les enjeux à nos collaborateurs pour qu'ils comprennent que l'évolution font partie de leur métier. C'est grâce à ça qu'ils vont survivre, c'est grâce à ça que l'atelier survivra et qu'on remplira la mission. Du métier et de l'équipe. C'est ça. Voilà. Un mot sur les collectivités locales et territoriales. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de dire qu'on a ce... Parce que là franchement, vous dépoussiérez complètement la vision qu'on peut avoir de la repro. Parce que quand on vous écoute, on se dit... Alors que, de mon expérience personnelle, dans les collectivités territoriales, on a souvent des gros mastodontes repro au service du cabinet du président, et puis c'est tout. On est impacté par des clients tous les deux certainement. Alors moi c'est du B2B to C, mais lui c'est vraiment du B2B. Ces clients certainement lui demandent des normes de label écologique pour des raisons d'appel d'offres, pour des raisons sinon... Là vous parlez des marchés publics, collectivités territoriales. On est tous obligés, dans ces ateliers-là en interne, on est tous obligés d'évoluer avec ces normes-là, ces labels print environnement, ces labels écologiques. Mais alors moi, dans le sens écologique, je l'entends en 2 mots. Il y a une économie, il y a une écologique. C'est vraiment 2 mots distincts pour moi et 2 applicatifs en même temps. C'est pas juste pour économiser du papier. Il y a vraiment une notion, quand on était autrefois imprimeur, enfin les vrais imprimeurs, je pense à cette campagne Waterless, où quand on imprimait des documents, il y avait des quantités d'eau mais faramineuses pour rincer les machines qui étaient utilisées. Ça n'existe plus, tout ça. Eux-mêmes, les imprimeurs ont évolué là-dessus. Non, mais pour me répondre plus directement sur le cadre, on est dans un millefeuille administratif en France où on a, dans les conseils généraux, les conseils régionaux, les communautés de communes, les villes, où on a des services repro. Je ne sais pas si vous avez l'info, mais... J'ai eu de l'info quand j'occupais un poste interministériel qui contrôlait le développement des ateliers intégrés de l'État. On avait quelques infos sur la partie territoriale. Ce qui caractérisait, donc il y a quelques années, je ne peux pas parler pour eux, mais ce qui caractérisait il y a quelques années la partie territoriale, c'était quand même
des filières très lourdes qui effectivement avaient tendance à vouloir tout traiter en interne et donc à capter des travaux d'impression et de repro avec des filières qui étaient très lourdes. Les enjeux du territorial, c'est que c'est géré par un homme politique. Donc il fait ce qu'il veut. Et donc il fait un peu ce qu'il veut. C'est en train d'évoluer, encore une fois lié à la contraction des budgets et des crédits disponibles pour les collectivités. Je pense que ça va évoluer un peu comme l'État a réussi, et l'État, les opérateurs, comme les universités, ont vraiment fait de gros efforts ces 10 dernières années pour rationaliser leurs moyens internes et penser au secteur concurrentiel. Je pense que cette tendance va ou est engagée sur la partie territoriale. Je ne comprendrais pas que ce ne soit pas le cas, quoi. D'autant plus on est sur les services nomades. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous des sites en France différents à différents endroits. Donc notre école, on a un site à Singapour, un site à La Défense, un site à Cergy. Nos utilisateurs bougent, donc on ne peut plus se dire bon, l'atelier il est à cet endroit-là, les clients vont venir chercher le document à cet endroit-là. On est obligé de les suivre aussi. Donc de la même façon, vous êtes obligé de répartir, j'imagine, les charges de production dans les différentes capacités et intelligences de chaque atelier par rapport aux travaux. Oui, c'est exactement ça. Donc, les flux web to print sont là aussi. Genre, on est vraiment dans le métier. Enfin, voilà, il y a dans l'ensemble des ateliers aujourd'hui un vrai projet de mutualisation des moyens d'impression. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas à imprimer à un endroit. Dès lors où on se déplace, on ne va pas l'imprimer pour le transporter, on va l'imprimer sur place. Et on va l'imprimer si vraiment ce document n'a pas changé. Il est toujours intéressant à imprimer. Donc imprimer moins, mais imprimer mieux, là, s'applique parfaitement. De plus, et là on le voit dans l'administration, de réels objectifs en matière d'économie et de performance sont attendus. Ils sont inscrits noir sur blanc et nous sommes jugés par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Et je voudrais qu'Yves Giquel me dessine un petit peu son futur à lui en tant que prestataire de service. Quelle vision vous avez de votre marché? C'est une bonne question, Georges. Je vais tout seul ici, sur tout le salon, à avoir une bonne vision des 5 ans, des 5 prochaines années dans la filière graphique. Non, mais par rapport à ce qu'on a dit du cadre emploi, par rapport au fait que on a bien compris, on a posé des constats là, qu'on peut pas. Les ateliers qui sont particulièrement bien équipés avec des personnels formés, à la limite, ils sous-traiteront peut-être des choses chez vous. Mais vous l'avez dit, on l'a bien constaté, quand on n'a rien ou quand c'est mal fait, que c'est mal boutiqué, on a besoin d'un professionnel. Donc c'est une vision par rapport à ce qu'on s'est dit. Alors ça, c'est un vrai gros travail et je ne vais pas dénaturer la pensée de mes camarades de Colorlink, mais si on est 24 et si on passe du temps ensemble à échanger, c'est bien pour ces objectifs-là aussi. Il y a une extrême diversité de situations selon les régions, selon les bassins d'activité et les bassins d'emploi. Donc mes camarades prestataires ne sont pas tous logés à la même enseigne. On a parlé de la force publique. Certains ont pris très brutalement une dématérialisation qui, bien qu'annoncée, s'est produite brutalement. Donc ça oblige les sociétés privées à une reconversion extrêmement rapide, ce qui est compliqué. On vient d'évoquer le cas des salariés, on vient d'évoquer leur polyvalence, leur flexibilité. Tout ça, c'est extrêmement compliqué sur une petite boîte de 7-8 personnes. Ça se met en place trop lentement par rapport à l'attente du marché. Maintenant, l'avenir, on est quelques-uns à être persuadés que l'avenir, il est dans le service, dans le plus de professionnalisation, dans la rationalisation de nos équipements. Nous, on sait que demain, on est 24, c'est une grande chance. On va devoir sûrement mutualiser des achats de machines. On va se mettre en réseau pour pouvoir offrir ça à nos services. Vous êtes 24 dans le réseau Colorlink. On en parlera vendredi matin ici même. On est tous là, voilà. On va venir vous voir. À 24 ? Non, 18. Le réseau Colorlink, c'est un réseau que préside Mais c'est probablement Yves. une façon de répondre à l'interrogation de demain. Éviter que chacun d'entre nous ait un atelier énorme compte tenu des coûts d'investissement des matériels aujourd'hui. Que chacun puisse former tous ses collaborateurs à tous les métiers, c'est juste impossible. Donc on va devoir collaborer beaucoup plus étroitement à l'avenir, être encore plus souple, être encore hyper flexible. C'est très très probable. Il y a convergence secteur privé et secteur administratif, puisque au niveau des administrations centrales, par exemple, on a créé aussi un réseau sous l'égide de la DILA, la Direction de l'information légale et administrative, qui dépend du Premier ministre. Donc c'est un réseau interministériel d'ateliers centraux d'administration centrale.
C'est pas pour renforcer les capacités, c'est simplement pour que celui qui n'est pas en mesure de traiter un certain type de travaux de repro et dans l'urgence puisse l'envoyer aux collègues et ne pas avoir à investir. Moi, je travaille actuellement, on produit des documents de 3 ministères qui ne peuvent pas investir. Et donc, voilà. Et moi-même, si je suis dans l'incapacité un soir ou un jour de faire un certain type de travaux en urgence, je sais que je peux compter sur eux. On pourrait parler pendant 1 heure du sujet. On va conclure en se disant finalement qu'à cette question atelier intégré, avantage ou centre de coût, on n'a pas répondu, et tant mieux qu'on n'ait pas répondu, parce qu'il n'y a pas un modèle plutôt qu'un autre. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'effectivement, il y avait un besoin de professionnalisation, de modernisation des équipements par rapport au volume. Et vous l'avez bien rappelé, Monsieur Bessou, parce que il y a combien d'imprimeries qui sont survitaminées pour pas grand-chose, avec un volume de demande. On a compris aussi que ça vous permettait d'avoir beaucoup de réactivité. Service agile, mais on peut aussi avoir service agile en faisant appel à un prestataire dans des conditions un peu particulières. Il n'existe pas d'atelier intégré, on a des relations, voilà, donc c'est pas forcément l'agilité, c'est pas qu'en interne, ça peut être aussi en externe. Et puis on avait aussi qu'il y avait un cadre emploi qui concernait pas forcément que les gens qui étaient déjà en emploi dans l'entreprise ou dans l'administration, mais aussi les gens qui font des formations bac pro ou industrie graphique, qui ont besoin aussi de trouver du boulot. Et que le secteur public ou l'administration ne s'oppose pas en aucun cas, en tout cas, c'est pas ce qu'on a entendu au secteur concurrentiel. Je peux juste ajouter un mot. Oui. Je voudrais souligner qu'on n'a pas du tout évoqué une espèce de vieux combat qui a longtemps présidé à nos débats, l'opposition entre l'offset et le numérique. Oui, alors. Les ateliers offset intégrés ont quasiment tous disparu de fait. Je vais reprendre le mot de Michel. La convergence, on a la convergence des prestations de services comme on a la convergence des métiers aujourd'hui. Et c'est ça notre défi à tous pour demain. Et on a le défi, on l'a le même tous autant qu'on est. Merci messieurs, merci beaucoup d'être venus. J'espère qu'on a été assez clair. Et on va se retrouver dans quelques instants pour une nouvelle émission sur Graphitech TV.